Quand on observe une carte du monde, c'est super facile de succomber à une sorte d'illusion de la permanence. Ouais, complètement. Ces lignes-là, qui séparent les nations, elles ont l'air d'une solidité à toute épreuve, comme si elles étaient imprimées à l'encre indélébile, quoi. L'intuition nous dicte qu'il faudrait, je sais pas moi, un cataclysme massif ou un conflit planétaire pour que ces tracés bougent. C'est vraiment une perception hyper courante. On a tendance à voir les États modernes, surtout ceux qui sont là depuis des décennies, comme des blocs monolithiques bien ancrés dans le roc de l'histoire. Et pourtant, l'histoire géopolitique nous prouve souvent exactement le contraire. Parfois, l'architecture d'une nation, ça ressemble davantage à un gigantesque château de cartes. Ouais, et c'est fragile du coup. Voilà, on retire une seule petite carte, une décision diplomatique qui a l'air presque anecdotique, prise dans des bureaux à des milliers de kilomètres, et soudain, Et soudain, c'est l'édifice tout entier qui commence à vaciller. c'est ça. Et aujourd'hui, notre exploration en profondeur, elle nous plonge justement au cœur d'un de ces moments de bascule. Un scénario où les fondations même d'un État pourraient s'effriter juste à cause d'une seule erreur de calcul. Et le matériel de base pour notre analyse d'aujourd'hui est franchement particulièrement inflammable. On va se pencher sur les arguments d'un document qui s'intitule Le pari de l'Azawad, la souveraineté du Mali sur un axe volcanique géopolitique. Tout un programme. Ouais. C'est un texte qui décrit un effet domino foudroyant qui est censé culminer en cette année 2026, où une manœuvre de politique étrangère du Mali pourrait littéralement légitimer son propre démembrement. Alors, avant de plonger là-dedans, il faut absolument qu'on fasse une pause, pour poser un cadre très strict pour ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est indispensable. Le texte qu'on va décortiquer aujourd'hui, il est tout sauf neutre. C'est une source hautement politisée et vraiment profondément polarisée. L'auteur utilise des termes hyper virulents pour critiquer la junte militaire malienne et le gouvernement marocain. Et à l'inverse, il dresse un portrait hyper élogieux, quasi inconditionnel, de la diplomatie algérienne. Voilà. Et c'est une précision fondamentale. Notre objectif aujourd'hui n'est en aucun cas de prendre parti, hein. Absolument pas. On ne va pas valider ses opinions tranchées ou distribuer des bons et des mauvais points. On aborde ce texte comme on étudierait une réaction chimique dans un labo. Exactement. Notre mission, c'est juste de comprendre l'ingénierie de l'argumentation de l'auteur. On va décrypter la rhétorique, les paradoxes qu'il soulève et les implications vertigineuses qu'il prédit. Bon, décortiquons tout ça. Au centre de cet article, il y a un événement déclencheur factuel. Ouais, le fameux revirement. C'est ça. Une décision diplomatique du gouvernement de Bamako, dirigée par Assimi Goïta. En gros, le Mali a décidé de retirer sa reconnaissance historique de la République arabe sahraoui démocratique, la ARSD, pour s'aligner d'un coup sur les positions du Maroc concernant le Sahara occidental. C'est vraiment le point de bascule de tout l'article. Pour redonner un peu de contexte vite fait, le Sahara occidental, c'est ce territoire immense dont le statut n'est pas définitivement réglé par l'ONU. Mm. Il est revendiqué à la fois par le Maroc, qui en contrôle la majeure partie, et par le Front Polisario, qui est soutenu par l'Algérie et qui a proclamé la RSD. Pendant des décennies, la position du Mali, c'était l'orthodoxie de l'Union africaine. Donc ce revirement de Bamako, ça fait vraiment l'effet d'une onde de choc. Sauf que quand on lit le texte, on a l'impression que Bamako n'a pas fait ça par une soudaine conviction idéologique pour le Maroc. Non, pas du tout. L'auteur décrit plutôt ça comme un calcul tactique, presque cynique, pour cibler un pays tiers, l'Algérie. En gros, c'est une tentative de chantage envers le président algérien. Non. Dire, en gros, regardez, en s'allier avec votre plus grand rival si vous ne cédez pas à nos exigences. C'est précisément l'analyse de la source. Et le texte va même plus loin en expliquant les coulisses. L'auteur affirme que cette décision, elle a été orchestrée sous la pression financière directe des Émirats arabes unis et de ce qu'il appelle le Makhzen marocain. Alors, juste pour clarifier pour tout le monde, le Makhzen, c'est un terme spécifique en Afrique du Nord pour désigner l'appareil d'État profond, les réseaux d'influence autour du palais royal au Maroc. Donc l'article suggère que Bamako s'est laissé dicter sa politique étrangère par des portefeuilles extérieurs. Ouais, dans le but d'isoler l'Algérie, le pouvoir malien penserait forcer la main d'Alger sur des dossiers sécuritaires frontaliers en agitant ce spectre d'une alliance avec Rabat.
Hmm. Mais c'est là que l'auteur introduit son fameux concept de suicide politique. Il estime que le gouvernement de Goïta, en étant obnubilé par ce mirage de chantage à court terme, vient de déclencher une bombe à retardement sous sa propre chaise. Et c'est là que l'argumentation devient fascinante, je trouve, parce que ça touche au cœur de la logique juridique internationale. Pour bien comprendre, reprenons mon idée de départ. C'est un peu comme un propriétaire immobilier qui, pour expulser un locataire un peu gênant au premier étage, déciderait de brûler le code civil tout entier. C'est une super image. Sur le moment, dans l'excitation, il se dit qu'il a gagné, quoi. Sauf que, sans ce code civil qui vient de réduire en cendres, le bâtiment ne lui appartient plus légalement. Et n'importe qui peut s'en emparer. Ouais, cette analogie est redoutablement précise. Ce qui est fascinant ici, c'est la contradiction morale et juridique monumentale dans laquelle le Mali vient de s'enfermer selon l'auteur. C'est-à-dire. Le paradoxe, c'est que le gouvernement de Bamako lutte actuellement à mort contre des mouvements séparatistes armés dans le nord de son propre territoire, l'Azawad. Le Mali exige de la communauté internationale qu'elle respecte son intégrité territoriale. Ah, je vois. Et en même temps, avec cette nouvelle décision sur le Sahara occidental, ce même gouvernement malien valide le fait qu'une puissance étrangère puisse imposer sa souveraineté par la force sur un territoire revendiqué par un autre peuple. Exactement. C'est l'application géopolitique du fameux « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Ouais, l'hypocrisie totale. Et en relation internationale, l'hypocrisie, c'est pas juste moralement discutable, c'est une vraie faille juridique. Selon la source, en ouvrant cette boîte de Pandore et en reconnaissant que la force prime sur le droit à l'autodétermination, le Mali vient de détruire son propre bouclier. Et il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur ce bouclier. Parce que c'est la clé de voûte de toute l'architecture de l'Afrique moderne. Historiquement, le continent s'est construit sur un principe hyper rigide. En 1964, au Caire, les chefs d'État de l'ancêtre de l'Union africaine ont adopté une résolution vitale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Le fameux principe uti possedetis juris, ouais. C'est un point historique crucial. Parce que, pourquoi ils ont fait ça? Les frontières tracées par les colons, elles étaient souvent arbitraires. Complètement. Elles coupaient des ethnies en deux. Voilà. Et les pères fondateurs savaient que s'ils commençaient à bouger une seule ligne de frontière au nom d'une logique ethnique ou historique, le continent entier sombrerait dans une guerre civile permanente. Donc ne toucher à rien, c'était le seul moyen de garantir la paix. Exactement. L'intégrité territoriale absolue. Et l'argument de notre auteur, c'est que le Mali, en validant le contrôle marocain sur le Sahara occidental, qui devait passer par un processus de décolonisation de l'ONU, il brise ce tabou de 1964. Donc Bamako ne peut plus hurler au scandale quand quelqu'un touche à ses frontières dans le nord si elle-même accepte qu'on les efface chez les autres. C'est là la mécanique exacte du piège. Le Mali perd son aura de victime légitime. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Mais je me fais l'avocate du diable 1 seconde. Vas-y. D'accord, l'argumentaire juridique de l'auteur, il est brillant. Sur le papier, dans un couloir de l'ONU, le Mali a fait une erreur de logique. Mais l'auteur affirme que ça donne un chèque en blanc à l'Azawad. Concrètement, comment une belle théorie juridique se traduit par une menace existentielle sur le terrain pour l'unité du Mali? C'est là qu'il faut comprendre le pouvoir de la légitimation diplomatique. L'auteur explique que ce faux pas rhétorique, ça offre au mouvement de l'Azawad la seule arme qui leur manquait, la respectabilité internationale. Avant ça, les séparatistes du nord du Mali, ils étaient souvent perçus comme des rebelles, voire des terroristes. Ouais, ils étaient illégitimes par défaut. Ouais. Mais soudain, Bamako leur fournit l'argument ultime. Les représentants de l'Azawad peuvent aller voir les diplomaties étrangères et dire « regardez, le gouvernement central lui-même ne respecte plus les principes fondateurs africains. Il valide l'annexion. Donc l'État malien n'a plus l'autorité morale pour exiger notre soumission. » Ah ouais, ce qui veut dire que des pays voisins ou même des puissances lointaines qui lorgnent sur les ressources de l'Azawad, ils trouvent soudainement une faille légale. Tout à fait. Ils peuvent commencer à financer ou armer ces séparatistes sous couvert de soutenir l'autodétermination d'un peuple face à un gouvernement qui bafoue le droit international. Le verrou saute, quoi. C'est exactement le mécanisme décrit par la source. L'auteur prévient que le soutien extérieur, financier et militaire, va glisser vers le nord. Et c'est en ce sens que l'indépendance de l'Azawad passe du statut d'illusion à celui de réalité géopolitique en gestation. D'ailleurs, les prédictions du texte pour cette année 2026 sont carrément apocalyptiques pour Bamako. Ah oui, les mots sont très forts.
On parle d'un démantèlement de la carte malienne, d'une déchirure territoriale irréversible. On comprend mieux le terme d'amateurisme utilisé par l'auteur. En voulant jouer aux échecs géopolitiques à un niveau trop élevé, le pouvoir a peut-être ruiné 60 ans d'efforts pour consolider une identité nationale. Et le texte insiste vraiment sur la fragilité intrinsèque du Mali actuel. Le pays traverse déjà des crises économiques et sécuritaires terribles. Retirer la clé de voûte de sa propre légitimité internationale dans un moment pareil, c'est inviter l'effondrement. Et la géopolitique a horreur du vide. Ce qui nous amène à observer qui se tient prêt à ramasser les morceaux. C'est là que l'Algérie entre en scène dans l'article. Voilà. L'article dresse un portrait de l'Algérie, qui était censée être la cible du chantage initial, mais la façon dont l'auteur dépeint Alger, ça contraste tellement avec Bamako qu'on se croirait dans un récit épique. Le contraste est spectaculaire, c'est vrai. C'est presque stylisé. D'un côté, la source décrit la junte malienne comme un acteur erratique qui agit sous l'impulsion et la pression financière. Et de l'autre, l'Algérie est décrite avec une grandeur quasi mythologique. Le texte dit qu'Alger reste inébranlable comme une montagne. Un portrait hyper romantique, quoi. Il parle d'Alger qui observe ce naufrage avec la sérénité de ceux qui connaissent le poids de l'histoire. Mais soyons critiques une minute. C'est juste de la noblesse d'âme ou c'est pas plutôt une doctrine hyper calculée depuis des décennies? Comment l'auteur justifie cette invulnérabilité? C'est une excellente distinction. La source justifie ça non pas par du romantisme pur, mais par la solidité d'une vraie doctrine d'État. En fait, Bamako aurait confondu opportunisme et politique étrangère. Ah, intéressant. Le pouvoir malien a cru que la position de l'Algérie sur le Sahara occidental, c'était juste une monnaie d'échange, un pion qu'on pouvait menacer pour obtenir des trucs ailleurs. Une vision très transactionnelle, quoi. Je te cède ça, tu me donnes ça. Exactement. Sauf que, selon le texte, la diplomatie algérienne ne fonctionne pas comme ça sur ce dossier. Le soutien à l'autodétermination, que ce soit pour le Sahara occidental ou la Palestine, s'est présenté comme l'ADN même de la République algérienne. Donc ce n'est pas négociable. C'est une doctrine immuable, basée sur les résolutions de l'ONU. Donc essayer de faire chanter l'Algérie là-dessus, c'est comme essayer de menacer l'océan avec un verre d'eau, tu vois. Ça s'attaquait à un principe dogmatique, pas à un intérêt négociable. C'est pour ça que l'auteur conclut que l'Algérie ressort renforcée de cette crise, paradoxalement. Face au délitement du Mali, elle s'impose comme le seul pôle de stabilité dans le Sahel. C'est la conclusion logique du texte. Alger est désigné comme la seule entité avec la solidité institutionnelle pour gérer les débris de cet État malien. C'est quand même fascinant de voir comment cet article illustre le pouvoir des narratifs. L'auteur construit un affrontement super binaire, le désordre d'un côté, la constance historique de l'autre. Ça rappelle que dans le grand théâtre de la géopolitique, les récits et les arguments légaux sont des armes redoutables. Complètement. Le droit international, même quand il a l'air abstrait, ça reste le dictionnaire avec lequel le monde lit les actions des États. Et quand un État écrit sa politique avec d'énormes fautes d'orthographe légale, ses ennemis s'empressent de publier les corrections. Ah, j'adore comment tu formules ça. Bon, pour synthétiser un peu cette plongée vertigineuse, on a exploré comment, selon cette source très spécifique, une décision diplomatique de Bamako aurait déclenché un effet boomerang catastrophique. Ouais. En tentant un coup de poker pour s'aligner sur le Maroc et faire pression sur l'Algérie, le Mali aurait scié aux branches sur laquelle reposait sa propre intégrité. En validant la loi du plus fort ailleurs, il a offert aux séparatistes de l'Azawad l'argumentaire juridique suprême. Une erreur fatale qui, selon la prophétie de l'auteur pour 2026, pourrait sceller la fin du Mali unifié. Et cette analyse, même avec toute la partialité qu'on a soulignée au début, elle soulève quand même une réflexion hyper importante pour nous tous. Si la souveraineté interne d'un État dépend à ce point de la cohérence morale de sa diplomatie externe, ça fait émerger une question primordiale. Laquelle? À travers le monde d'aujourd'hui, combien d'autres nations, en croyant jouer les petits génies de la réelle politique dans des conflits lointains, sont peut-être en train de créer les précédents juridiques qui légitimeront leurs propres séparatistes demain? Waouh! C'est une pensée qui donne véritablement le vertige, ça. Ça donne envie de relire chaque communiqué diplomatique différemment, franchement. On en revient à notre château de cartes du début. Dans un système interconnecté, il n'y a pas de mouvement isolé. On ne fragilise pas la base sans risquer de voir tout s'effondrer sur soi-même. C'est clair.
Merci d'avoir apporté cette rigueur d'analyse et ces éclairages si précieux aujourd'hui pour nous aider à naviguer à travers l'épaisse fumée de ces enjeux complexes. Et à tous les esprits curieux qui nous écoutent dans ces explorations géopolitiques, gardez toujours un œil critique, continuez à questionner les récits officiels et surtout n'arrêtez jamais d'analyser les liens invisibles qui façonnent la carte de notre monde.